Sinon, si demain on a une grosse crise financière ou quoi, est-ce que Bitcoin répondra présent? Pas sûr. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas apte à ça? Pas sûr non plus. Au Salvador, mais ce qui est en train de se passer au Venezuela ou dans tous ces pays-là, pour eux, c'est une nécessité d'avoir cette alternative. Pour nous, c'est encore ok, c'est intéressant de regarder ce qui se passe. Si demain ma banque elle m'embête, bon, j'ai cette alternative. Pour eux, ils ont plus d'autre choix en fait. On a plein d'amis entrepreneurs qui sont aujourd'hui à l'étranger. C'est pas parce qu'ils voulaient pas construire en France, hein. C'est parce qu'on leur a pas donné la possibilité de construire en France. Et ça, c'est super frustrant. Nous sommes tous Satoshi. Une célèbre citation de Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin, dit « Si tu ne le crois pas ou ne le comprends pas, je n'ai pas le temps d'essayer de te convaincre. Désolé. » Satoshi Nakamoto a œuvré pour nous délivrer la révolution Bitcoin et n'avait pas le temps de nous expliquer pourquoi c'était bon pour nous. Aujourd'hui disparu, il est de notre devoir de partager avec le plus grand nombre l'héritage qu'il nous a laissé. Je suis Cryptomédic, consultant blockchain, et j'arpente chaque jour Internet pour en apprendre un peu plus sur l'univers de la blockchain, des crypto-monnaies, des NFT et des métaverses. À travers le podcast Explorateur Crypto, j'ai décidé de partager avec vous les trésors de connaissances que la cryptosphère nous offre. Exploratrice et explorateur, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Explorateur Crypto. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour ces 2 semaines sans publication d'épisode. Mais c'était pour une bonne cause puisque je vous ai enregistré d'autres épisodes de qualité que je vais maintenant prendre le temps de monter et de vous publier. Il y a tout d'abord cet épisode que je tenais à faire depuis très longtemps puisque je me suis rendu directement en Moselle dans les locaux de Just Mining pour enregistrer cette interview de Thibaut Boutroux, qui est, avec Owen Simonin, le cofondateur de Just Mining, un des pionniers francophones de la blockchain. Je vous publierai également une interview de Julien Enro-Diaz, qui est le CEO de Deathcoin, qu'il a également cofondé avec notamment Thibaut et Owen. Dans cette interview, bien entendu, on va parler de Just Mining, de la création de Just Mining. On va parler un petit peu du marché crypto, de la vision de Thibaut pour le futur du marché de la crypto-monnaie et des blockchains. On a également un petit peu abordé le conflit russo-ukrainien puisque la crypto-monnaie et le Bitcoin notamment est vraiment en plein cœur du conflit. Donc c'est un point que je tenais vraiment à aborder avec Thibaut. On l'a finalement abordé également avec Julien. Et vous découvrirez au cours de cette interview de nombreux conseils que nous a donné Thibaut, que je remercie au passage vivement pour son accueil au sein de Just Mining. J'ai été vraiment très heureux de mettre un pied chez Just Mining parce que c'est grâce à eux que j'ai commencé dans la crypto-monnaie. Si j'ai compris la blockchain, c'était grâce aux vidéos de Owen Simonin, alias Asher, pour ceux qui le connaissent sous son nom de youtubeur. Et surtout, ce sont vraiment les services de Just Mining qui m'ont donné envie de rentrer dans la crypto puisque je n'y connaissais rien, j'étais très méfiant, j'avais peur de faire des bêtises, de faire n'importe quoi. Et du coup, c'est vrai que les services de Just Mining m'ont permis de mettre un pied à l'étrier, de rentrer dans ce milieu-là. Et c'est ce qui m'a donné ensuite, par la suite, donné envie de continuer de m'informer et d'apprendre ce qu'était réellement la technologie de la blockchain. Donc bien évidemment, l'équipe de Just Mining, ça fait depuis la création de ce podcast que je les ai sur ma liste des personnes que j'ai envie d'interviewer et je suis vraiment très très heureux que Thibaut m'ait proposé de passer et qu'il m'ait en plus offert la possibilité d'interviewer Julien par la même occasion, quitte à me déplacer là-bas. J'aurais aimé avoir un petit peu plus de temps pour pouvoir visiter les locaux, puisque, merci Julien, c'est vrai que tu m'avais proposé de visiter, mais j'étais un petit peu pris de court puisque j'avais mon vol retour à prendre.
Mais bon, je reviendrai très bientôt, probablement au mois d'avril, pour saluer l'équipe, peut-être enregistrer un nouvel épisode, parce que vraiment, j'étais ravi de vous rencontrer tous en vrai, et c'est toujours plus sympa que de discuter par Internet. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec l'interview de Thibaut Boutroux, et on se retrouve en fin d'épisode. Bonjour Thibaut. Bonjour Stéphane, écoute, merci beaucoup de faire le voyage jusque chez nous, quel plaisir. J'ai passé 10 ans de ma vie ici, dans la région, et c'est toujours un plaisir de revenir dans le coin. Est-ce que tu pourrais te présenter toi en 2 minutes? Qui es-tu et quel est ton parcours? Alors du coup, Thibaut Boutroux, je suis l'un des cofondateurs de Just Manning, une société qu'on a fondée avec Owen il y a maintenant quasiment 5 ans. Avec un but premier qui était de rendre le minage de crypto-monnaies donc sous forme hardware accessible à tous, et avec un business model qui a pas mal évolué depuis, qui a pris un petit peu d'ampleur. Et donc voilà, aujourd'hui on est dans nos locaux à Metz pour décortiquer un petit peu tout ça. Super, merci beaucoup. Et du coup, comment est venue l'idée de fonder Just Manning, et puis surtout, comment est-ce que tu as rencontré Owen Simonin? Alors, l'idée vient d'Owen et de son frère. Moi, je me suis un petit peu greffé à l'idée. Elle vient du fait que quand Owen découvre la crypto et la blockchain, il se retrouve à un moment, donc on est fin 2016, où personne n'en parle finalement en France. Il y a très peu de contenu sur le sujet et c'est très compliqué de trouver des gens avec qui en parler. Donc c'est de là qu'il fonde sa chaîne YouTube, qui commence à en parler, qui commence à monter un petit peu en compétence sur le sujet et notamment à s'intéresser au minage. Son frère est dans la tech, donc son frère lui explique que c'est pas très compliqué à monter finalement une machine de minage si on a les bonnes compétences. Et du coup, derrière, Owen vient à parler de ça et il y a beaucoup de gens qui lui répondent sur sa chaîne. Écoute, c'est intéressant, on aimerait bien le faire, sauf que nous, on ne sait pas le faire. Donc, toi, tu as l'air d'être à jour, pourquoi tu ne le ferais pas? En fait, c'est là que naît vraiment l'idée. Donc, à partir de cette réflexion-là, on se dit, OK, il y a un besoin qui n'est pas couvert, comment est-ce qu'on peut nous satisfaire ce besoin? Moi, à l'époque, je travaillais dans un incubateur de start-up, à Metz aussi. C'est comme ça que j'avais rencontré d'abord le frère d'Owen, puis Owen. Et donc, quand il est revenu avec cette idée et avec toute l'énergie qu'il dégage, on s'est dit, bon, bah, allez, go, on essaye ça, on voit. Et ça a pris assez rapidement en fait. D'accord. Le frère d'Owen, du coup, tu le connaissais par rapport à Vivoca, c'est ça? C'est ça, par rapport à Vivoca, qui est une autre société tech spécialisée, eux, dans la reconnaissance vocale et qui était du coup suivie par l'incubateur dans lequel j'étais. Donc moi, au début, j'étais du côté incubation et j'ai basculé du côté entrepreneur avec ces deux gars. Et tu connaissais déjà la blockchain? Je connaissais déjà la blockchain parce qu'on avait déjà suivi des projets dessus, mais une connaissance qui était très globale et qui n'était vraiment pas poussée. Plus une connaissance d'ailleurs du fonctionnement de la blockchain que de la crypto en elle-même. D'accord. Et tu n'avais jamais encore investi J'avais investi, mais à l'époque, tu sais, très très jeune. Moi, j'ai commencé à m'intéresser, j'avais 18-19 ans, donc tu n'as pas forcément beaucoup de moyens pour investir des sommes faramineuses. Super. On sent en ce moment que la législation autour des cryptos est une bataille permanente pour les sociétés comme Just Manning. Et j'ai travaillé 10 ans au Luxembourg et depuis le début, je me demande pourquoi vous persistez à rester en France malgré les bâtons que vous met l'administration. Alors j'aime bien le terme bataille parce qu'on est clairement là-dessus. En fait, ça va dépendre vraiment de ce que tu as envie de faire, de ce que tu as envie de construire. Le drapeau français est très lourd, la régulation française est très lourde. Par contre, une fois que tu arrives à le porter, les gens ont conscience que c'est compliqué et ça t'amène à une crédibilité qui est assez importante. Donc voilà, on a grandi en France, on a volonté à construire en France. Pour l'instant, on peut encore le faire, même si c'est compliqué. Il y a certainement certains territoires sur lesquels ce serait plus simple. Mais voilà, on a envie de le faire là. Et le jour où on sera bloqué ou freiné dans notre croissance, à ce moment-là, si on peut plus se développer en France, on se développera à l'extérieur. Surtout que nous, du coup, en étant à Metz, on est frontalier luxembourgeois, frontalier belge, quasiment frontalier suisse. Donc, il y a d'autres possibilités. Le Luxembourg, c'est à une demi-heure et rien qu'au niveau fiscal, il y a des avantages qui sont non négligeables. Par contre, le Luxembourg n'est pas beaucoup plus avancé que la France sur le plan régulation à proprement parler. Les banques ne sont pas beaucoup plus clémentes au Luxembourg qu'en France. Donc, à ce niveau-là, la France n'est pas beaucoup plus mal desservie que ses territoires voisins. Ok. Mais c'est vrai que il y a déjà 2 ans de ça, j'avais entendu Owen dans une interview
qui disait que lui, il avait grandi en France avec tous les principes républicains qu'on avait, avec tous les avantages que la France offrait et qui a pu l'aider aussi à lancer Just Manning. Et du coup, il ne se voyait pas partir à l'étranger. Il voulait contribuer à ça, à l'impôt français et tout ça. Mais c'est vrai que je le sens dernièrement. J'ai vu notamment une vidéo qu'il a fait cette semaine où il disait que les banques sont en train de mettre des gros bâtons dans les roues des sociétés crypto, qu'elles ferment des comptes, que même des fois des sociétés qui sont bancarisées depuis des années se voient fermer au moment où la banque apprend que la société travaille dans la crypto. Et que c'est vrai que ça touche directement au droit fondamental d'entreprendre. Non, c'est clair que c'est un sujet qui est très compliqué. On est encore dans cette phase de démocratisation. Globalement, après, s'il n'y a pas d'acteurs comme nous et d'autres qui faisons ce job d'éducation, de démystification, de montrer que la blockchain et que ça peut être plus que tout ça, mais ça évoluera jamais en fait. Donc forcément, quand tu es là en premier, tu essuies les pots cassés. Après, si ça passe, globalement, tu t'offres aussi une place stratégique qui est intéressante. Et aujourd'hui, on a quand même la chance d'être écouté, d'avoir un petit peu de poids. Alors, il y a des choses qui ne bougent pas ou plus difficilement. Les banques sont notamment plus restrictives. Et ce qui est le plus frustrant, c'est que quand tu discutes avec les hauts placés de ces instances bancaires, c'est qu'ils sont parfaitement à jour sur le sujet. Ils sont à jour sur les enjeux et sur tout le potentiel de cette technologie. Et les décisions qui sont prises publiquement ne sont pas toujours en adéquation avec leur discours. Mais après, il y a plein d'autres choses derrière qu'on voit pas ou sur lesquelles on n'a pas la réalité du terrain et qui font que des fois, ils sont obligés de prendre certaines positions. Et même si elles ne sont pas tout à fait en accord avec leur vision, ils n'ont pas le choix parce qu'il y a d'autres choses qui font qu'ils doivent aller dans cette direction, quoi. D'accord. J'ai débuté moi dans la crypto grâce à Owen et à Just Mining quand j'ai commencé. Tu vois, ça fait toujours plaisir à entendre et c'est aussi pour ça qu'on se bat. Tu vois, une des plus belles récompenses, c'est que il y a plein de gens qui viennent me voir aujourd'hui, même des gens qu'on embauche aujourd'hui, qui nous disent on a commencé dans la blockchain grâce à vous, on a fait le virage, on s'est intéressé, maintenant je travaille à 100% dans la blockchain et j'ai commencé grâce à vous. Tu vois, ça c'est une super récompense et ça encourage aussi à se dire ok, ça veut dire que le job qu'on fait en France, mine de rien, tu vois, il sert pas à rien. Non, clairement, je trouve que pour moi, Owen, c'est vraiment ces vidéos, c'est vraiment des vidéos que je conseille à tous les débutants qui viennent me voir. J'ai conseillé à tout mon entourage. Je dis, si tu comprends pas ma façon de t'expliquer, va voir les vidéos de Asher. Tu comprendras vite parce que moi, j'ai vraiment pris une claque. C'est-à-dire que le Bitcoin, première fois que j'en ai entendu parler, c'était en 2013. Et je m'en suis toujours tenu éloigné parce que je fréquentais aussi le milieu financier à Luxembourg et on me disait non, c'est dangereux, c'est que de la spéculation, tout ça. Et j'avais jamais cherché plus loin. Et c'est en 2018 que j'ai commencé à regarder les vidéos d'Asher. Et là, j'ai fait le rapprochement avec la technologie blockchain et ce que ça pouvait vraiment apporter, notamment dans la santé, mais dans les assurances, dans tout. Et j'ai pris une claque. Et j'ai pris une double claque quand j'ai appris l'âge d'Owen. Je me suis dit, vache, il est hyper jeune et avec cette maturité-là, il m'a vraiment vendu le truc. Et du coup, j'ai cherché un petit peu Just Mining. J'ai vu ce que vous proposiez et j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé pour savoir comment faire pour acheter du Bitcoin chez vous. Et je suis tombé sur Owen directement. Ça m'avait surpris déjà. Ouais, au début, forcément. Au début, tu sais, on a commencé, on était 3-4 dans un bureau. On n'était pas à Metz, on était à Florange dans un bureau qui ressemblait plus à une cave qu'à un bureau d'ailleurs. Donc, au début, tout le monde faisait du commercial, tout le monde faisait de la tech, tout le monde faisait un petit peu tout. Donc, forcément, il y a des gens au début, des premiers clients qui avaient Owen au téléphone en direct. Ouais. Aujourd'hui, c'est
plus le cas, heureusement, parce que du coup, on a une dimension qui est un petit peu plus importante. Mais ouais, on commence comme ça. Hein. Ouais, mais ce qui m'a mis en confiance, c'est qu'il n'était pas dans un rôle commercial à me dire, bah ouais. Jamais. C'est le pire truc. En fait, nous, il y a beaucoup de gens qui pensent que dans la crypto, les gens sont d'abord intéressés par le rendement, mais c'est pas vrai. Enfin, nous, en tout cas, sur la majorité des gens qu'on accompagne, c'est pas ce qu'on constate. Vraiment, le critère numéro un de décision d'une personne qui va investir dans la crypto et la blockchain, c'est d'abord la confiance qu'il va accorder en son interlocuteur et en la plateforme sur laquelle il est. C'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant. Donc, le fait d'avoir un support français, d'avoir des gens qui te répondent au téléphone, ça joue grandement à ça. Ouais. Et du coup, je disais, moi, je trouvais que c'était très adapté pour les débutants, mais Just Mining, c'est pas seulement réservé aux débutants. Non, en fait, on a été au départ sur du particulier parce que déjà étant très jeune, aller dealer avec du B2B, des grosses entreprises, c'était compliqué parce que c'est des cycles de décision qui sont beaucoup plus longues, où tu as affaire à des gens qui sont d'une autre expérience, d'un autre monde. Donc, on n'était pas capable de tenir ce discours face à eux de toute manière au départ. Et en plus de ça, on avait un cadre réglementaire qui était trop flou pour nous permettre de toucher ces gens-là. Donc, naturellement, au début, tu commences avec les particuliers. Petit à petit, toi, tu fais un peu ta bosse, tu commences à grossir, à prendre de la maturité. En plus, ça a été très très vite, on a été assez vite propulsé, donc tu prends une maturité très rapidement malgré un jeune âge. Et donc, tu commences à affiner ton discours pour parler à des gens qui sont du calibre d'après. Et tu as une régulation qui commence à se mettre en place qui permet aussi à tous ces acteurs un peu plus gros de s'intéresser à ton écosystème. Donc naturellement, là, on est en plein dans la conjoncture où aujourd'hui, on discute quasiment autant avec des particuliers qu'avec des pros, et les pros arrivent en plus avec des plus gros volumes. Donc aujourd'hui, on est capable de faire les deux, mais c'est vrai qu'initialement, c'était uniquement les particuliers. Ouais. Et tu me disais, toi, que du coup, tu bossais avant dans un incubateur. Donc vraiment, toi, à titre personnel, quel a été ton apport, l'apport de ton expérience passée dans le montage de Just Mining? Alors moi, du coup, j'avais un spectre entrepreneurial assez large. Moi, j'avais vraiment envie d'entreprendre parce que j'avais côtoyé du coup pendant quelques temps des entrepreneurs d'univers divers et variés, et je les voyais s'éclater dans tout ce qu'ils faisaient. Et moi, je savais pas trop quoi faire en fait avant, et du coup, je trouvais ça intéressant d'être un petit peu au milieu de tout ça et au milieu de cette émulsion. Et en fait, quand j'ai découvert la blockchain, au premier abord, ça m'a plutôt intrigué qu'intéressé. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant ce qu'on peut faire avec ça, mais c'était encore très très jeune. Et Owen est arrivé avec une autre énergie qui m'a vraiment donné envie d'aller plus loin. Et donc j'ai creusé, et là je me suis dit, ok, ouais, là il y a vraiment un truc à faire. On comprend pas tout ce qui se passe, mais là il faut y aller. Donc moi j'ai plus eu un rôle structurel, et avec Owen en fait on est très complémentaires. Lui véhicule une grosse énergie, une grosse capacité à engager les gens, etc. Et moi je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, donc finalement on se complète assez bien sur tout ça. Ouais, super. Et c'est vrai que on voit que tu te mets moins en avant par rapport à Owen, après c'est aussi public. C'est aussi l'avantage et l'inconvénient d'avoir un gars comme ça à tes côtés. Il est tellement bon dans l'exercice oral, dans les conférences, etc., que finalement autant l'envoyer lui. Il est excellent, ouais. Donc plutôt que ça. Donc après, forcément, ça laisse passer des choses. Moi, c'est pas un exercice qui me dérange, mais quand tu as la chance d'avoir une force comme ça à tes côtés, mais autant en profiter. Hein. C'est vrai qu'il est assez incroyable dans sa façon de vulgariser la blockchain. On comprend très très facilement. Moi, c'est quelque chose que j'essaie de faire à travers ce podcast, et je me rends compte que c'est vraiment pas un exercice facile. Dans tout le domaine, la vulgarisation, c'est vraiment quelque chose de très très compliqué, et on se rend pas compte, mais on a la chance en France d'avoir Owen qui a ouvert la voie, et d'avoir aujourd'hui maintenant plein d'autres créateurs de contenu qui font ce boulot de démocratisation. C'est ça qui fait qu'en France, on est assez à jour sur le sujet, parce que si tu vas en Allemagne, si tu vas en Espagne, ces équivalents, tu les as pas. Hein. Tu les as pas, et ce qui fait qu'en termes de démocratisation, ils sont souvent moins avancés que nous. D'accord. Vous vous appelez toujours Just Mining, et pourtant vous proposez aujourd'hui beaucoup plus que des machines de minage crypto. Oui, vrai sujet. On travaille là-dessus, il y a plein de réflexions. Ça va tellement vite qu'il y a des choses que des fois tu dois laisser un petit peu passer de côté. Nous, on a par exemple, tu vois, la chance d'avoir Owen qui a beaucoup de notoriété, une boîte aussi qui est crédibilisée dans l'écosystème. Donc naturellement, on a une quantité de personnes qui viennent à nous, et on n'a pas besoin de faire de gros efforts commerciaux, de gros efforts marketing. Donc sur ces 2 dernières années, on s'est concentré essentiellement sur l'aspect réglementaire et sur l'aspect technique.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est très bien rodé sur ces 2 points. Mais du coup, on a une vitrine, effectivement, qui correspond plus tout à fait à la réalité de notre métier. Tu vois, parce qu'en plus, on voit Just Money comme une plateforme d'investissement. Ça, c'est la face visible de l'iceberg. En réalité, tout ce qui fait la force de Just Money, c'est la face cachée de l'iceberg, qui est toute notre expertise technique. Aujourd'hui, quand on va proposer du stacking ou des masternodes, derrière, on est réellement opérateur du réseau. Quand on va faire de la DeFi, derrière, on travaille sur les protocoles. On est capable de faire de la marque blanche, c'est-à-dire qu'il y a certaines boîtes aujourd'hui qui proposent des solutions blockchain crypto. C'est nous qui gérons leur package technique, en fait. Donc, on a un spectre d'intervention qui est beaucoup plus large que ce que les gens voient. Et donc là, on est en train de travailler. On a recruté un directeur commercial il y a 3 mois, un gros profil, un ancien vice-président de Mastercard. On a recruté un nouveau directeur marketing qui a commencé il y a 2 mois aussi, qui lui est un ancien de chez Ledger et qui a bossé dans pas mal de grosses néobanques. Donc on est vraiment en train maintenant de structurer, ok, on a cette machine, on a un gros moteur. Par contre, c'est vrai que le capot de la voiture est plus tout à fait à jour. Donc comment on fait pour le remodeler et lui redonner une forme qui correspond plus à la réalité de notre métier. Donc là, on est sur ces réflexions-là. D'accord, super. On a hâte de voir ce que 2022 propose pour l'évolution de la société. Ça va être cool. Tant mieux. Je vais juste dévier un tout petit peu du sujet. Tu me diras si tu veux en parler. Allez. Donc l'actualité tourne beaucoup autour du conflit russe-Ukraine depuis une semaine. On entend beaucoup parler de l'enjeu du Bitcoin pour les 2 parties. Avec notamment pas mal de dons au niveau de l'Ukraine, mais on sait que du coup les deux pays y voient un intérêt. Est-ce que tu veux en parler? Alors moi, du coup, je ne vais pas me prononcer sur le conflit parce que je n'ai pas du tout les outils et l'expertise plus sur la partie crypto, pour positionner. Mais alors déjà, historiquement, c'est 2 pays qui ont une appétence propre à cet écosystème crypto et à Bitcoin. L'Ukraine, si je ne dis pas de bêtises, c'est le 5e pays dans lequel il y a le plus d'utilisateurs de Bitcoin au monde. Donc ça montre déjà une grosse appétence. Et donc, ce n'est pas surprenant de voir l'Ukraine se positionner assez favorablement sur le sujet. La Russie a d'autres avantages, beaucoup de crypto sur le territoire, mais surtout beaucoup d'avantages en termes de souveraineté au niveau du minage. Donc on a vu aussi Vladimir Poutine se positionner sur le sujet il y a quelques mois. Bitcoin aujourd'hui offre notamment pour les territoires qui sont dans des conflits comme ça une capacité d'émancipation et aussi de se couper de toutes les règles qui vont être imposées par les territoires extérieurs. On va directement se mettre sur quelque chose qui est international, qui ne peut pas être freiné, qui ne va pas faire de discrimination, de différence entre qui vous êtes, quel est votre passé, etc. Et donc ça ouvre des possibilités intéressantes. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, on les voit se positionner un peu sur Bitcoin. La forme que ça va prendre, c'est encore difficile à dire parce que mine de rien, on est sur un actif qui est encore très jeune, même s'il a prouvé déjà pas mal de choses. Je ne sais pas si demain, il sera capable de vraiment... si on lui demande de suppléer d'un coup le système traditionnel, je ne suis pas sûr qu'il soit encore armé pour le faire. Oui. Le temps joue en sa faveur, mais il ne faut pas oublier qu'on n'est qu'à 13 ans d'existence. Donc c'est encore très petit et si ça doit se passer demain, on doit lui remettre une responsabilité qui est très lourde et sur laquelle je ne suis pas sûr qu'il sera capable de répondre présent. Et c'est pas pour autant qu'il faudra lui faire son procès en fait, parce que du coup ça va se faire progressivement. Mais ça c'est une discussion qu'on avait eue il y a déjà quelques mois sur BFM avec Alexandre Stratenko notamment, où on se disait effectivement si demain on a une grosse crise financière ou quoi, est-ce que Bitcoin répondra présent? Pas sûr. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas apte à ça? Pas sûr non plus. Ok. Et je vois que du coup je commence à voir un petit peu des articles comme quoi les États, notamment de l'OTAN, commencent à discuter de régulation, voire même de bannir le Bitcoin, comme on entend souvent, mais parce que la Russie l'utilise justement pour contourner toutes les... j'ai perdu mon mot. Oui, toutes les sanctions extérieures. Toutes les sanctions économiques des États extérieurs. Est-ce que tu n'as pas peur que ce jeu de la Russie, justement, vienne encore ajouter un petit peu de FUD à ce que déjà les États essaient de nous mettre Non,
L'interdire de toute manière, ça sera pas possible. Il est maintenant entre guillemets trop tard pour pouvoir le freiner. Et c'est vrai que nous, notamment en France, j'ai remarqué, on a tendance à s'arrêter à nos frontières pour Bitcoin, mais on oublie que Bitcoin, il n'a pas de frontières et Bitcoin, il peut être aussi bien utilisé en France, qu'il peut l'être au Brésil, qu'il peut l'être en Afrique du Sud, qu'il peut l'être en Asie. Donc, si nous, on arrête de l'utiliser, les autres continueront à l'utiliser et il va continuer à se développer avec ou sans nous, en fait. Donc, de toute manière, l'interdire, impossible. Le restreindre ou le freiner, ça, c'est possible avec des dimensions réglementaires, etc. Mais tous les pays vont pas forcément s'aligner sur une réglementation commune, donc même s'il est plus restreint dans un endroit, il le sera moins ailleurs, donc il va quand même continuer à se développer. Ouais. Donc ça, moi, j'y crois peu. Voilà. Le gros risque, c'est de prendre une régulation qui est trop stricte et qui va simplement nous pénaliser pour la suite parce que cet écosystème, avec ou sans nous, il va se développer. C'est un peu ce que j'ai peur, et c'est ce que je dis aux gens qui sont plus dans cette optique-là de dire le Bitcoin, il faut le réguler, enfin c'est mauvais. Mais par contre, il faut quand même encadrer. Mais c'est toute la difficulté de réglementer quelque chose qui va aussi vite et qui est aussi jeune. C'est que il faut parce qu'il faut éviter toutes les dérives qu'il peut y avoir, parce que c'est un système les cryptos de manière générale, c'est un système qui n'est pas parfait, sur lequel il peut y avoir des choses un peu dangereuses. Donc il faut mettre des limites à ça pour permettre à l'écosystème de se développer sainement. Par contre, il ne faut pas trop le brider parce que sinon tu risques de perdre de l'innovation et d'avoir des talents ou des entreprises qui vont finalement tout simplement le faire ailleurs. Oui, surtout qu'on voit qu'on a beaucoup de talents en France. Énormément. Dans la crypto, et c'est quand même triste de voir des gens devoir partir à l'étranger parce qu'il y a tant de freins. C'est vrai que tout le monde n'a pas cette volonté envers et contre tout, comme Just Mining, de rester en France. Il y en a qui vont aller chercher la facilité et partir. Alors, tout le monde n'a pas cette volonté, c'est vrai, mais il y en a d'autres qui avaient initialement cette volonté, mais qui ont, sur des marchés un petit peu différents, sur lesquels on leur a tout simplement pas laissé la chance en fait, de se développer correctement, et donc naturellement, ils sont partis. Voilà, nous on a plein d'amis entrepreneurs qui sont aujourd'hui à l'étranger. C'est pas parce qu'ils voulaient pas construire en France, hein. C'est parce qu'on leur a pas donné la possibilité de construire en France. Et ça, c'est super frustrant parce que tous les gens qui sont français sont fiers d'être français globalement, et s'ils peuvent le faire ici, ils le feront ici. S'ils partent, c'est qu'il y a une raison. Alors dans certains cas, oui, il y en a, c'est juste pour des raisons fiscales et financières. Dans beaucoup de cas, c'est juste parce qu'ils sont trop bridés à pouvoir construire ici. Ouais, tu sais, je connais un chirurgien cardiaque à Bordeaux qui a monté une start-up là où j'habite avec 45 employés. Et en fait, ils ont complètement innové et ils ont lancé un appel d'offres en France. Ils avaient besoin, ils ont cherché au niveau de l'État des financements et tout. Et en fait, tout ce qu'ils ont trouvé, je crois que c'était quelque chose comme 25 000 € de financement. C'est terrible. Et du coup, la société a été rachetée par des Américains. Donc il y a toujours une partie de la société qui est à Bordeaux, mais le gros des brevets va partir aux États-Unis et on a encore une fuite de talents. Mais oui, mais ça c'est vrai dans la crypto, c'est vrai dans plein d'autres secteurs, comme tu viens de le montrer. Après, là pour le coup, c'est un problème de financement. Quand tu es sur des marchés aussi complexes que la crypto ou même la santé, tu as des problématiques qui vont même au-delà du financement, parce qu'à la rigueur, quand c'est un problème de financement, la France a moins de moyens que les Américains. Tu peux pas trop en vouloir. Mais quand c'est des problèmes de réglementation parce que ton régulateur met trop de temps à s'adapter, ou parce que tu as des banques qui font du lobby et qui bloquent certaines choses, là, tu es dans un truc qui est un peu différent, parce que ça, c'est des choses que tu peux corriger sur ton territoire, et tu peux pas te dire c'est bon, tu peux pas rivaliser avec la Microsoft. Si là-dessus, on est capable de rivaliser, quoi. Ouais. Au niveau des difficultés, je sais que vous avez eu quand même... ça n'a pas été trop facile non plus pour avoir le PSAN. Alors le PSAN, ça a été compliqué, mais le PSAN, parce que du coup nous on était les premiers à se faire enregistrer sur les produits de staking, de Mastodon, etc. Donc finalement, quand on dépose notre dossier, le premier retour du régulateur, c'était de dire ok, donc staking, Mastodon, c'est la première fois qu'on voit ces deux mots-là, expliquez-nous. Et donc en fait, sur à peu près 12 mois d'enregistrement, tu passes 6-8 mois à simplement faire de l'éducation du régulateur. Ouais. Mais ça, c'est aussi le fait d'être en pionnier sur ton marché. Tu dois débroussailler un petit peu le terrain, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es aussi... le fait de vouloir le faire comme ça,
tu es légitime. Et du coup, pour le coup, avec le régulateur, on a des excellents rapports. Hein. La difficulté, c'est que c'est des organismes qui sont sur des échelles de temps qui sont différentes des nôtres. Ouais. Nous, quand il faut aller vite, ça doit se faire en quelques heures. Eux, quand ils vont vite, ça peut se faire en quelques semaines. Mais ça, c'est juste que tu es sur deux mondes qui sont différents. Mais le régulateur est plutôt dans ton camp. Hein. D'accord. Ouais, c'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose. Ouais. J'ai vu que je vais interviewer tout à l'heure le CEO de Descoin. J'ai vu qu'ils avaient eu le PSAN aussi en Ils l'ont eu 2021. en même temps que nous. Ouais. En même temps que nous. Mais du coup, c'est une société qui est assez proche historiquement de Just Mining parce que tu as des boards qui sont communs. Moi-même, je suis associé aussi sur Descoin. Sur Descoin, d'accord. Et la grosse hype de 2021, ça a été les NFT. Entre autres, ouais. Voilà. Est-ce que Just Mining va se mettre au NFT et au métaverse ? Pas du tout. C'est pas un sujet pour nous. Alors, on suit ça avec beaucoup d'intention. Pour l'instant, on n'a pas vocation, en tout cas, nous, à s'étendre sur ces marchés-là. Just Mining est une plateforme d'investissement basée sur la sécurisation des blockchains. Donc on va travailler sur du stacking, sur du masternode, enfin des choses qui ont pour rôle de sécuriser la blockchain. Aujourd'hui, on est sur un écosystème qui est en train de se développer avec des secteurs d'activité qui sont vraiment en train de se séparer. Donc avant, tu pouvais toucher un peu à tout. Aujourd'hui, tu as des acteurs qui font du minage, des acteurs qui font de la DeFi, des acteurs qui font ci, des acteurs qui font ça, et maintenant des acteurs qui font du NFT aussi. Mais tu peux pas tout faire en fait. Et à vouloir tout faire, finalement, tu peux plus rien faire. Donc à titre perso, naturellement, c'est partie de notre écosystème, donc on s'intéresse à ça. Par contre, Just Mining n'a pas vocation à développer sa marketplace de NFT et vendre des NFT. Ouais. Surtout qu'aujourd'hui, les NFT, je suis parfaitement convaincu par la techno, mais 95% des trucs qui se passent, c'est du bullshit complet, quoi. Et je le vois parce que avec Owen, tu verrais le nombre de sollicitations qu'on refuse. Ce qu'il a dû refuser sur les 2 derniers mois, Owen, en termes de sponsoring pour des collections NFT, on parle de plusieurs millions. Hein. C'est pas juste un truc, c'est plusieurs millions. Les gens ne se représentent pas. Ce qu'on refuse tous les jours, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est vrai que ça va vite. Moi, les NFT, c'est plus quelque chose auquel je m'intéresse pour la technologie et tout ce que ça pourra apporter vraiment en dehors des collections. Je le vois. Après, j'ai essayé de créer une collection, mais j'en fais absolument pas la pub parce que j'ai pas envie de promettre quoi que ce soit, mais c'était plus un côté... en fait, j'avais dans l'idée de faire une collection qui s'appelle Angry Nurse. Et je voulais garder 30% des fonds pour créer un fonds d'aide aux soignants, c'est-à-dire pour aider éventuellement des étudiants à financer leurs études ou ce genre de choses. Et les 70% restants, ça aurait été pour financer un projet de blockchain santé. J'avais un projet de blockchain, j'ai un projet de blockchain santé autour du don du sang. J'aimerais bien monter une application. Mais tu vois, c'est des usages du NFT qui sont intéressants. Le NFT est un formidable outil de financement aussi aujourd'hui. Donc tu en as plein qui vont faire des collections dans ce but de financement et où effectivement il y a des trucs, même si la collection n'a pas beaucoup de sens en elle-même, elle va servir ce financement pour quelque chose de très concret derrière. Et tu as des initiatives super cool dans ce sens-là. Aquaverse, par exemple, en France, pour la dépollution des océans. Ouais, j'ai vu ça. Le NFT a une dimension de financement, mais pour quelque chose derrière qui a beaucoup de sens. Après, ce qui me gêne plus, c'est les mecs qui ont des grosses communautés, qui font de la promotion de NFT sur le dos de leur communauté, juste pour prendre un biais. Et là, je trouve que c'est un petit peu dommage et réducteur du potentiel de tout ce qu'on peut faire avec des NFT. Ouais, mais non, je trouve ça très bien, justement, vu la notoriété de la chaîne de Hasher ou même Cryptomatrix, ne fait pas du tout de pub pour les collections NFT parce que derrière, forcément, hein, si tu as un exit scam, c'est la communauté qui tombe dessus. Le premier plan, c'est que c'est déjà beaucoup trop risqué parce que c'est des mecs qui sont trop exposés pour se permettre de ça. Et puis parce que derrière, en fait, Owen n'est pas un YouTuber. Owen fait encore du YouTube pour être proche des gens parce qu'il adore ça. Mais déjà, si demain il me dit je vais faire la promo d'une collection NFT sur ma chaire, moi je vais dire non. Je vais dire moi je suis ton associé sur différentes sociétés. Il ne faut pas se permettre par rapport aux sociétés que tu fasses quelque chose comme ça. Et je ne suis pas le seul associé, on est plusieurs. Donc, quand il doit
traiter des sujets sensibles. Là, la dernière vidéo qu'il a fait sur les élections présidentielles, derrière, tu as des avocats qui repassent dessus. Il doit consulter les différentes sociétés auxquelles il est board pour s'assurer qu'il n'y ait pas de choses qui soient en contradiction avec les différentes... Enfin, les gens n'imaginent pas toute la dimension et toutes les précautions qui doivent être prises maintenant sur des prises de parole, parce que quand tu es exposé, tu as cette notoriété-là. Et puis, bon, sur YouTube, voilà, 500 000 abonnés, ça commence à grossir par rapport à d'autres youtubeurs. C'est pas incroyable. On a des youtubeurs à plusieurs millions d'abonnés en France. Par contre, on est sur un secteur où il y a tellement d'engagement, où il y a tellement d'argent qui circule qu'en termes de puissance, il va être aussi fort sur l'engagement que les plus gros youtubeurs francophones, en fait. Donc quand il parle d'un projet, derrière, le projet va être surexposé et il faut faire attention à tout ce qu'il peut y avoir derrière, en fait. Ouais, on le voit vite sur des projets comme Elrond, quand il avait parlé d'Elrond. Merci Owen. mais c'est vrai que 90% des gens vont aller rentrer dedans sans même chercher à savoir ce qu'il y a derrière. C'est sûr. Et ça, tu peux pas l'éviter. Tu parlais justement des élections, j'en profite pour rebondir là-dessus. Est-ce que tu penses qu'on aura droit à un débat objectif sur le sujet des cryptos pendant les prochaines élections ? Et éventuellement, quel message, si tu peux et si tu le veux, voudrais-tu faire passer aux électeurs et aux candidats ? Non, je pense pas qu'on aura de débat parfaitement objectif. Le message, ce serait intéressant que les partis s'y intéressent, parce qu'aujourd'hui, on peut lui passer outre. Les dernières études, notamment celle de KPMG, montrent que de toute manière, les gens sont dedans. 8% des Français qui détiennent des cryptos. Aujourd'hui, c'est pas juste un petit truc qui est en train de se passer. C'est vraiment quelque chose qui prend de l'ampleur, qui va être amené encore à grossir. Donc c'est même à mon sens grave qu'aucun des partis ne s'y intéresse, en fait, et ne prenne une position là-dessus sans comprendre. On leur demande pas de tout comprendre, parce que de toute manière c'est tellement complexe qu'ils peuvent pas tout comprendre, de la manière que sur tous les autres secteurs ils vont pas pouvoir comprendre tout en profondeur, mais au moins avoir une idée, au moins consulter les acteurs. On a des organismes comme l'ADAN qui jouent un rôle important là-dessus depuis quelques années. C'est eux qui doivent faire des propositions à la politique pour qu'ils s'y intéressent. Ça devrait être la politique qui vient pour dire éduquez-moi, expliquez-moi qu'est-ce qui est en train de se passer, comment ça se fait que 8% des Français détiennent des cryptos, comment ça se fait qu'il y a plus de Français qui détiennent de cryptos que d'actions en France, alors que en termes d'actions en France, on a quand même des groupes qui sont très costauds. Pourquoi les gens ont plus dans la crypto ? Enfin, aidez-moi à comprendre. Voilà, on devrait plus être dans cette démarche-là. Et aujourd'hui, je trouve que ça manque. Mais bon, après, je fais pas de politique. Il y a tellement de choses qui doivent passer, que sur lesquelles nous on n'a pas la main et on n'a pas les outils. Donc peut-être des choses qu'on voit pas, ou nous on est peut-être omnibulés par notre marché. Donc ça, j'ai pas les réponses, mais en tout cas je pense que aujourd'hui c'est un vrai sujet. Allez, j'ai encore 2 petites questions pour toi. Tout d'abord, quelle est ta vision du futur pour les cryptos ? Oula, elle est large, celle-là. Ouais. Moi, je suis convaincu, peut-être naïvement, qu'on va tendre vers de la décentralisation, que petit à petit, les gens vont s'approprier cette technologie, qu'on aura nos wallets tous dans nos poches, et qu'on sera familier avec tous ces univers DeFi. Ça va passer par beaucoup de travail au niveau de l'expérience utilisateur, et beaucoup de travail technologique aussi. Aujourd'hui, on est encore en train de découvrir la technologie. Je pense vraiment qu'on est au balbutiement, qu'il y a plein d'écosystèmes qui naissent, qui proposent des innovations, des alternatives, et on est encore dans cette phase de construction. Ça va prendre un petit peu de temps, naturellement, mais je pense vraiment qu'on va tendre là-dessus, et que finalement c'est l'évolution logique de la société, de la mondialisation, avec du coup la rupture entre toutes les frontières qui existent entre les différentes cultures, les différents peuples. Et en plus de ça, on ne se rend pas compte, mais on va être porté par une génération qui est celle avant la mienne. Donc moi j'ai 25 ans, mais ceux qui ont aujourd'hui 10-15 ans, qui, de par les jeux vidéo et de par tout ce qu'ils connaissent avec les technologies, ont une appétence très naturelle en fait à cette dématérialisation de la valeur. Donc pour eux, l'adoption des crypto-monnaies, l'utilisation de ces écosystèmes dématérialisés, décentralisés, ça va être parfaitement normal en fait. C'est que j'ai un gamin de 10 ans, et je lui parle régulièrement de la crypto, il sait ce que c'est. Et un jour, on était dans la voiture et je lui dis, écoute, je vois qu'il y a Owen, il y a Asher sur Thinkerview. Je lui dis, je lance le truc, voilà. Je lui dis, tu peux lire si tu veux, mais je dis, je veux l'écouter, donc je lance dans la voiture.
il écoute pas vraiment, mais d'une oreille quand même, il a entendu à un moment Owen qui expliquait ce que tu disais tout à l'heure, c'est que le Bitcoin ne fait pas de différence selon ton sexe, ton âge, ta religion, toutes tes appartenances. Et là, il a arrêté, il me dit, papa, mais le Bitcoin, c'est une invention incroyable. Mais ça, on s'en rend pas compte, nous, parce que nous, on est matrixés par notre confort français, en fait. Ouais. Où finalement, même s'il y a plein de problèmes en France, on vit plutôt bien. On a accès à plein de choses qui nous paraissent normales, qui n'existent même pas dans plein de pays du monde. Il suffit d'aller discuter avec des francophones. Il y a plein de francophones qui font le pont entre l'Afrique et la France et qui vont faire de la démocratisation de blockchain, de Bitcoin là-bas. Et en fait, ils t'expliquent que pour eux, recevoir leur salaire, le changer en Bitcoin, ça change tout. C'est une protection contre l'inflation. Que tous les écosystèmes DeFi leur permettent d'aller faire des emprunts ou des crédits. C'est quelque chose qui n'existe pas chez eux. Ouais. Le fait d'être bancarisé, ça n'existe pas. Donc ça leur donne une autre dimension, la possibilité d'épargner, de se projeter, de voir un petit peu plus loin. C'est pas juste un outil spéculatif pour eux, c'est vraiment un game changer qui ouvre plein de nouvelles portes. Si je ne me trompe pas, c'est seulement 1 milliard de personnes dans le monde qui est bancarisé. Ouais, j'ai pas les chiffres, mais il y a a plus de la moitié des gens qui le sont pas. Ouais, c'est colossal. Ouais, et j'avais été vraiment surpris en voyant les chiffres. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi énorme. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience que même si nous on laisse passer le Bitcoin, ben, tous ces pays-là, ils vont s'en emparer. Mais d'autres, ils vont le prendre parce que c'est une nécessité. Ce que tu vois en Amérique latine, ce qui s'est passé au Salvador, mais ce qui est en train de se passer au Venezuela ou dans tous ces pays-là, pour eux, c'est une nécessité d'avoir cette alternative. Pour nous, c'est encore ok, c'est intéressant de regarder ce qui se passe. Si demain, ma banque, elle m'embête, bon, bah, j'ai cette alternative. Pour eux, ils n'ont plus d'autre choix, en fait. Donc, c'est vraiment une nécessité de s'émanciper et de rester un petit peu indépendant. Ouais. Et je vais terminer, je pose cette question à tous ceux qui passent sur Explorateur Crypto. Est-ce que tu peux donner 3 conseils pour les explorateurs crypto, que ce soit au sujet de la blockchain, de la crypto, ou plus généralement sur autre chose que tu veux? Non, bah, le premier conseil, c'est à tous ceux qui écoutent, quel que soit le secteur d'activité ou l'historique, s'y intéresser. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui dit que la blockchain ne sert à rien, ou les cryptos, Bitcoin, ça ne sert à rien, ça ne peut même pas marcher, c'est quelqu'un qui n'a pas pris le temps de faire des recherches. Aujourd'hui, il y a quelques temps, je comprends qu'on puisse tenir ce discours parce qu'il n'y avait pas beaucoup de documentation. Aujourd'hui, il y a suffisamment de documentation et de contenu pour comprendre ok, il se passe quelque chose. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est vraiment intéressez-vous. Le deuxième sujet, c'est calmez-vous. Calmez-vous, il n'y a pas besoin de se précipiter. Personne ne me l'a donné, celle-ci. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Regardez, faites les choses progressivement. Détachez-vous vraiment de l'aspect financier et de l'appât du gain qui existe sur ce marché, parce que c'est là où on fait des erreurs. Et il n'y a rien de pire quand on commence sur quelque chose, de foncer tête baissée, de perdre de l'argent sur un investissement, où en fait du coup on va avoir un biais cognitif lié à cet écosystème qui est totalement lésé en fait, parce qu'on se dit ouais, j'ai perdu de l'argent, c'est une connerie, alors que non, c'est peut-être juste t'as mal géré le truc ou tu t'es trop précipité. Donc le FOMO est un gros ennemi. Et de la même manière, quand le cours il baisse, il faut être capable de s'en détacher. Donc positionnez-vous à long terme. Vous ne serez pas des traders. Okay, le trading, c'est un métier. On ne s'amuse pas à faire du trading, encore moins sur des marchés aussi volatiles que les cryptos. Donc voilà, détachez-vous vraiment de l'aspect financier et s'intéresser en profondeur. À la technologie plus qu'à la spéculation. À la technologie plus que... Et même si la technologie, on n'est pas capable de la comprendre, tous ces changements sociétaux dont on vient de parler, ça, tout le monde est capable de le comprendre, et ça, c'est vraiment intéressant de voir. Aller plus loin que de ce qui se passe en France, que le discours français. Regardez vraiment la techno dans son ensemble, tout ce qu'elle peut apporter au monde, et essayer de se faire un peu son propre arbitre. Super, merci. Tu as un 3e conseil peut-être ou... Non, c'est déjà pas mal. Après, ouais, c'est déjà pas mal. Déjà pas mal. Après, globalement, moi, conseil plus général, mais c'est qui est un peu bateau, c'est de faire ce qui vous plaît. Moi, aujourd'hui, je suis là-dedans, mais au-delà, je travaille jamais, je m'amuse tous les jours, je progresse tous les jours, et j'apprends plein de trucs tous les jours. Et je rencontre en plus des gens hyper intéressants. Donc ça, c'est vrai dans la crypto, mais c'est vrai dans tous les univers. Quand tu rencontres, on a la chance de travailler aujourd'hui en plus de plus en plus avec des professionnels, tu rencontres des entrepreneurs qui sont issus de secteurs divers et variés, et au final, tu
tu retrouves à chaque fois la même fibre et la même énergie. Donc, c'est que des mecs qui font ce qui leur plaît, c'est vraiment le plus important. Donc tu t'éclates dans ton job. Clairement. Super. On va terminer là-dessus parce que C'est le mot de la fin. J'adore. J'adore finir sur une note positive comme ça. Il faut. Merci beaucoup Thibaut. Merci à toi. C'était vraiment un plaisir de venir chez Just Manning et puis vous venez quand vous partagé. voulez à Bordeaux. Ben, pareil, tu reviens ici quand tu veux. Ça marche. À très bientôt. À bientôt. Et voilà qui conclut cette interview avec Thibaut Boutroux. Merci beaucoup Thibaut pour ton accueil chez Just Manning. Merci également à Thomas qui m'a offert un café en attendant Thibaut. Je suis coffee addict, donc merci vraiment, ça m'aide beaucoup. Et merci à Julien Enrotias, le CEO de Descoin également, pour son interview qui suivra très très bientôt sur Explorateur Crypto. J'ai pris énormément de plaisir à vous rencontrer et à venir découvrir les locaux de Just Manning. J'ai même découvert le bureau de Asher quand j'attendais en arrivant. J'étais assez content, j'ai fait le fanboy et j'espère revenir très prochainement pour pouvoir avoir le temps cette fois-ci de visiter les locaux et rencontrer un petit peu plus l'équipe. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Je vous retrouve très bientôt sur Explorateur Crypto. Passez une bonne fin de journée. Au revoir.